Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore sur Europe 1 au 39 21. La Libre Antenne, c'est 2 heures de direct où vous pouvez vous alléger un tant soit peu de ce qui vous oppresse par le fait tout simple de vous livrer et d'accueillir mes propositions de lecture. Ainsi, dans cet échange, vous avez l'opportunité en somme de regarder votre histoire sur un autre angle, oser une autre approche, vous invitant à sortir de vos jugements sévères quant à vous-même, de vos doutes ou encore de vos peurs qui empêchent votre propre mouvement et la conquête de votre joie de vivre. Parce que oui, la joie de vivre, ce n'est pas une heureuse météo qui vous inonderait copieusement d'un soleil. Elle ne vous tombe pas dessus. Elle est un projet volontaire, une ambition qui nécessite des réparations souvent, mais aussi persévérance, foi en soi, endurance et courage. Car la vie ne manque pas de nous éprouver. D'ailleurs, sur cette dernière condition nécessaire, Mandela disait justement « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre ». Et encore cette autre très jolie phrase de Mandela « Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse ». Alors, si vous ne savez pas justement comment vous y prendre pour faire ces pas précieux et salvateurs, appelez-moi au 39 21. Sonia et Quentin vous accueillent. Outre mon accompagnement, les mails ou SMS de nos auditeurs vous font la proposition de réflexion et de contact hors d'antenne. Parce que nous ne sommes pas des petits pois dans une boîte de petits pois, mais bien des humains animés d'émotions et de désirs de lien. Alors, si vous vous reconnaissez peut-être dans les témoignages que je prendrai à l'antenne, ou si vous voulez apporter votre aide par écrit, l'envoi de vos SMS, c'est au 7 39 21, en faisant précéder votre message du mot nuit, ou pour vos mails, c'est sur le site europe1.fr à la rubrique Libre Antenne. Ce soir de cette émission, fidèlement, Nicolas Godet. La Libre Antenne, c'est tout de suite, 39 21. Europe 1. Catherine Blanc. Bonsoir Sarah. Bonsoir Catherine, merci de m'accueillir. Oh mais merci d'être là. Écoutez, nous sommes 2, nous faisons l'exercice courageusement, voilà, puisque c'est le mot de la soirée. Oui. Alors je vous écoute, racontez-moi. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression de souffrir depuis quelques temps. En fait, depuis que je suis toute petite, mais c'est un peu exacerbé depuis quelques années, 2-3 ans. J'ai 24 ans. Oui. D'anxiété sociale, en fait. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je l'ai trouvé, en fait, en lisant des bouquins, parce que je pensais que j'étais juste une personne totalement introvertie et incapable de nouer des liens. Et en fait, j'ai déduit par mes lectures que c'était de l'anxiété sociale. Alors, si vous voulez, je vous explique un peu ce qui se passe pour vous. Voilà, pas la définition du dictionnaire ni de vos lectures, mais ce qui se passe pour vous. Oui, d'accord. En fait, je sens, j'ai du mal à nouer des liens avec les gens. En fait, quand je suis en groupe, j'ai toujours l'impression d'être en trop, de pas être légitime, d'être le vilain petit canard, et du coup je n'ose pas parler aux gens, et quand je leur parle, en fait, je suis pas du tout naturelle, pas spontanée, j'ai l'impression d'être jugée, en fait, et du coup dans la conversation, tout ce qui ressort de la conversation, en fait, c'est moi en train de me dire dans ma tête, oh là là, mais que vont penser ces personnes, je suis bizarre, j'agis bizarrement, voilà, et en fait c'est sans arrêt comme ça, et du coup j'ai beaucoup de mal à nouer des liens avec les gens. Sauf certaines personnes, en fait, qui me mettent en confiance tout de suite et avec lesquelles j'arrive à être naturelle. Mais la plupart des gens qui dégagent quelque chose de particulier, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, la plupart des gens ne me mettent pas du tout en confiance, et du coup, j'ai vraiment peur de les approcher, en fait. Et alors, vous arrivez à définir ceux qui vous mettent en confiance, puisque ils existent, cela tout de même. Oui, en fait, c'est des gens qui ont un regard bienveillant, en fait, sur moi, enfin qui ont l'air d'avoir un regard bienveillant, et du coup je me sens pas jugée, enfin voilà, c'est des gens qui dégagent quelque chose de particulier et de bienveillant à mon égard, en fait, qui me mettent en confiance.
D'accord. Et ils peuvent avoir votre âge ou ce sont des gens plus âgés qui ont plutôt un rôle parental, symboliquement en tout cas? Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que en fait, je me sens vraiment plus proche des personnes plus âgées les personnes un peu plus âgées que moi, en général, j'ai beaucoup moins de problèmes. Enfin, parfois j'en ai, mais j'ai beaucoup moins de problèmes parce que justement, ils sont toujours plus bienveillants en fait. Et c'est souvent avec les personnes de mon âge que j'ai des problèmes, c'est vrai. Et ça, c'est pas une nouveauté, ça a toujours existé ou ça s'amplifie aujourd'hui ou ça s'est mis en place tardivement dans votre vie? En fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que quand j'étais plus petite, plus jeune, vers jusqu'à mes 16 ans, en fait, j'étais plus affirmée en fait dans ma vie. J'avais moins de mal à me faire des amis. J'ai toujours eu ce problème de légitimité, mais je pense que j'avais moins de mal à me faire des amis. J'étais un peu moins gênée en fait. Et c'est surtout depuis que j'ai 23 ans, 22-23 ans, en fait, je me suis séparée de mon copain avec lequel j'étais pendant 5 ans à peu près. Que du jour au lendemain, en fait, j'ai un peu déprimé, je savais plus où j'étais, j'avais perdu une sorte de pilier dans la vie qui m'aidait à me définir. Et en fait, j'ai ressenti un vide énorme. Et depuis ce jour-là, en fait, j'essaie je me remets en question. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça et j'essaie de m'améliorer en fait parce que j'ai l'impression que une vie épanouie doit être accompagnée en fait. Et alors justement, cet ami, ce copain, c'était votre première histoire d'amour ou pas? Parce que vous aviez eu d'autres séparations précédemment. Ouais, en fait, j'ai eu 3 histoires en gros qui ont compté dans ma vie. La première, c'était quand j'avais 16 ans, c'était 1 an et demi, mais c'était vraiment un amour assez passionnel, un amour d'ado en fait. Et une autre de quand j'avais 12 ans. Et vraiment, c'est un garçon qui avait 2 ans de plus que moi. Et je sais pas, enfin, c'était pas vraiment une histoire d'amour, mais c'était, j'étais encore jeune et lui, il était un peu plus âgé. Et j'ai l'impression que j'étais vraiment très amoureuse de lui. Et un jour, et du coup, on s'est séparés. Et j'ai vraiment souffert de ça pendant 1 ou 2 ans. Et j'ai l'impression que c'est un peu le déclencheur de plein de choses, en fait, cette relation-là. Et les séparations sont toujours dues à l'autre ou à vous? Non. La première, donc celle de quand j'avais 12 ans, a toujours été, été due à lui. Et celles d'après ont toujours été de mon fait. D'accord. Parce que j'arrivais pas trop à... au bout d'un moment, je n'aimais plus la personne. En fait. D'accord. Et vous arrivez à comprendre pourquoi tout d'un coup vous n'aimez plus? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à créer du lien, à créer de l'histoire avec l'autre? Ou est-ce que c'est que vous regardez l'autre sous un autre jour, ou vous n'acceptez pas ses défauts? Enfin, dites-moi un peu qu'est-ce qui fait le désamour? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, en fait, et ça dépend des garçons avec qui j'étais. Mais en fait, c'est surtout ce qu'on m'a beaucoup reproché, en fait, c'est que que j'étais froide et que je renvoyais une image de fille qui ne ressent rien, en fait. Alors que... émotionnellement oui. Ou sexuellement? Oui. Non, pas sexuellement, émotionnellement. D'accord. Émotionnellement, je renvoyais cette image-là de fille assez froide et qui n'avait pas de sentiments, en fait. D'accord. Et vous reconnaissez qu'il vous est difficile de témoigner de vos sentiments? Vous les ressentez, oui, mais vous ne les témoignez pas, ou en effet vous vous sentez vide d'émotions? En fait, oui, je me sens vide de toute émotion et je ressens le besoin de tout intellectualiser. En fait, les émotions, on dirait qu'elles passent par ma tête, en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois très bien. Je vois très bien. Merci. En réalité, elle résonne dans le corps, bien sûr, mais on peut avoir une tendance à les faire remonter d'un point de vue cérébral et intellectuel, peut-être pour éviter justement le corps et les émotions du corps qui nous laissent à penser que l'on perdrait la maîtrise de ce corps, justement. Oui. Et évidemment que dans la jeunesse qui est la vôtre, c'est une découverte aussi, c'est un apprentissage avec des autorisations ou des interdits, et c'est ce qu'il va falloir qu'on comprenne toutes les deux. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué d'accueillir dans son corps
dans sa chair l'émotion bouleversante que génère l'autre, les projections que l'on fait sur l'autre et ce que l'autre peut amener à proposer et avec lequel on interagit. Qu'est-ce qui fait que tout ça, vous le mettez un peu à distance de votre corps? C'est ce qui me faisait vous poser la question d'ailleurs de la sexualité. C'est peut-être une question que vous ne voulez pas aborder et nous ne l'aborderons pas. Hein. Bien évidemment, ne vous faites pas de violence en abordant un sujet avec lequel vous ne seriez pas à l'aise. Mais non, ça me dérange pas. Mais c'est intéressant parce que c'est une façon de... vous êtes dans un temps de votre vie où vous êtes en train de terminer la construction de votre développement psychique, puisque c'est jusqu'à aux environs de 26 ans. Donc, et vous êtes dans la découverte de votre féminité, de votre place de femme socialement. Vous me parlez de phobie sociale. Et évidemment que dans la notion de relation sociale se pose la question de l'identité de votre féminité qui se pose dans le cadre de la société, justement. Alors, si vous le voulez, on va essayer de comprendre justement cette féminité, l'idée que vous en avez de par les références qui sont les vôtres, de par le regard qu'on a posé sur vous, de par les modèles qui sont les vôtres, de par, je sais pas, la place que vous avez dans une fratrie peut-être, garçon, fille, enfin dites-moi un petit peu, d'une façon un peu rapide bien sûr, mais dans quelle famille avez-vous grandi, avec quel regard justement sur la féminité, la place de la féminité, la légitimité de la féminité et de la vôtre en l'occurrence? Ouais, c'est assez incroyable que vous me parliez de ça parce qu'en fait, je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. Je m'oriente toujours vers toute autre chose et c'est vrai que en fait, dans ma famille, la féminité, c'est la féminité, les sentiments, c'est superflu en fait. Enfin, c'est un peu pour ma mère, par exemple, qui est une femme qui et je pense est vraiment coupée complètement de ses émotions. C'est tout ce qui est du ressort du corps, de l'esprit, etc. C'est vraiment quelque chose à bannir et on n'est pas censé en parler en fait. Oui, c'est ça. Et alors, on n'est pas censé en parler parce que justement, j'allais dire, ça fait cocotte alors qu'il y a des valeurs plus nobles qui sont l'intelligence, ou parce qu'elle-même est mal à l'aise là-dedans, ou parce qu'elle y voit un péril parce que c'est être la proie peut-être des hommes. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait cet interdit posé par elle? En fait, j'ai l'impression que c'est un tabou. Quand j'étais ado et que je partais en vacances avec elle, forcément, je ressentais le besoin d'être plus féminine, en fait, de plaire, etc. Et c'était vraiment très, très gênant, en fait, parce que ma mère, en fait, elle ne parle pas des choses, elle ne dit rien. C'est-à-dire qu'elle va pas me faire une réprimande sur le sujet, en fait. Elle va me réprimander si je lui réponds, etc. Mais jamais sur ce genre de sujet-là. Sur la question de la sexualité, de la féminité, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aborde jamais. Jamais. Ça n'existe pas, en fait. Et c'est faute aussi d'avoir tenté d'aborder le sujet ou parce qu'elle botte en touche? Quand j'étais plus jeune, je me souviens avoir essayé de lui demander comment on faisait les enfants. Et elle m'a répondu que on le faisait chez le médecin et que les cellules allaient s'emboîter, chez le médecin. En fait, en gros, elle m'a répondu un truc médical un peu. Mais non, sinon jamais. Parce qu'elle a eu recours à la médecine pour faire ses bébés? Non, du tout. Mais en fait, elle était prof de SVT, donc voilà, elle aime bien les trucs comme ça. Je sais pas en fait pourquoi elle m'a répondu ça, mais voilà. D'accord. En tout cas, c'est intéressant parce que, évidemment, que quand un enfant pose la question de comment on fait les bébés, il s'interroge sur deux choses. Il s'interroge sur ce qu'il va pouvoir être capable ou pas capable de faire et le chemin qui sera le sien. Mais il s'interroge aussi sur ce que les parents ont fait pour le mettre au monde. Et que votre mère réponde que ça se fait chez le médecin, il y a donc de la maladie dans l'air ou du soin au sens médical du terme, et pas de l'amour, pas de l'émotion, pas de la passion, pas du désir, pas de la chair bouillonnante, vous voyez? Donc d'une certaine manière, elle aseptise la relation en le disant comme ça. Alors, ou qu'elle ait eu besoin pour X raisons de traitement parce que ce fut difficile pour elle, mais quand bien même d'ailleurs ce serait le cas, ça pose aussi la question de pourquoi elle en a eu besoin, pourquoi c'était si difficile ou impossible pour elle de le faire dans la simplicité du désir, de l'amour et d'un projet de maternité.
En fait, je pense qu'elle n'a pas eu de problème pour avoir des enfants. En fait, elle en a eu 4. Il y en a un qui est décédé. Et en fait, moi, je suis arrivée quand elle avait 45 ans. Donc, celui qui... un peu par surprise. D'accord, donc le premier, lequel est décédé? Le troisième. Le troisième, celui avant vous? Oui. D'accord, et il est décédé quand? C'est in utero ou c'est... Non, un accident de voiture. Donc vous l'avez connu ou vous êtes né après son décès? Non, je suis née après son décès. Je suis née 2 ou 3 ans après son décès. D'accord. Et dans cet accident de voiture, c'est un accident qu'elle a subi elle-même? Oui, elle conduisait. D'accord. Et cet enfant avait quel âge? Il avait 3 ans. D'accord. Et elle en a parlé? Elle vous en a parlé? Enfin, on en parle dans la maison? Vos aînés en parlent? Vraiment, vraiment très très peu. C'est quelque chose qu'on n'aborde pratiquement jamais. Je sais qu'elle garde une photo de lui devant son miroir quand elle fait sa toilette le soir, mais sinon elle en parle pratiquement jamais. Mais si je lui en parle, elle me répondra. Mais et vous osez ou vous n'osez pas justement? Non, pas trop. Par peur de lui faire du mal? Oui, par peur de lui faire du mal, et j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'être indélicate en fait. Je sais que c'est la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie, donc je veux pas, voilà. Bien sûr. Et ni pour mon frère et ma sœur qui avaient 14-15 ans quand il est décédé. Et eux non plus, dans la fratrie, on s'en parle pas? On s'en est pas parlé, parce que c'est quand même pas banal de perdre un frère. Oui, mais non, on n'en parle jamais. D'accord. Alors, c'est une histoire, évidemment, et d'ailleurs, ça vous est arrivé de vous raconter des choses, inventer des histoires, parce que quand on ne raconte pas les choses, quand on ne parle pas de ce qui s'est passé, bien souvent, on écrit soi-même l'histoire avec les bribes qu'on a pu récupérer ça et là. Vous vous êtes raconté quelque chose autour de ça, ou ça vous paraît ne pas être un sujet? Non, si. En fait, j'y pense. Quand j'y pense, je m'imagine ce que je me suis raconté en fait. Même si, après, j'ai quelques éléments. On m'a quand même raconté un peu, et je m'imagine à partir de ces éléments, la pluie, le ravin. Enfin voilà, j'imagine un petit peu. Mmh. Et ça vous a fait peur? Enfin, d'imaginer tout ça, ça vous a fait peur ou pas? Enfin, ça vous questionne, ça vous dérange, c'est une histoire qui reste toujours sans écho ou enfin, comment vous vivez ça? En fait, ce qui me fait peur, c'est de me dire que je suis arrivée 3 ans après cet enfant-là, et que en fait, mon frère m'a beaucoup. Mon frère, quand j'étais petite, était beaucoup avec moi, et ma sœur jamais. Mmh. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi. Et les seules images que j'avais d'elle, c'était des images un peu de violence, où elle me prenait par le bras et elle me secouait un peu. Et en fait, je me suis j'ai demandé à mon frère un jour où on avait une discussion un peu ouverte. C'est très rare. Pas avec mon frère parce que je lui parle un peu, mais voilà. Et en fait, il m'a dit que ma sœur avait eu beaucoup de mal à m'accepter quand j'étais plus petite. En fait, elle m'a beaucoup rejetée. Et voilà, c'est la seule de ma famille qui n'a pas accepté, qui n'a pas supporté. En fait, je pense qu'elle voulait pas trop s'attacher à un nouvel enfant, en fait. Et c'est pour ça qu'elle a préféré se protéger en me mettant à l'écart. Alors, c'est intéressant ça, ce que vous dites, parce que, en fait, vous savez, les fratries, indépendamment de l'histoire que vous venez de me raconter, qui est une histoire ô combien douloureuse, évidemment, et qui marque toute une famille, combien même on n'a pas connu l'enfant en question, comme c'est votre cas. Mais avant d'en venir à ce cas précis, dans toutes les fratries, accueillir un nouveau-né est une histoire un peu compliquée, pour pas dire une histoire très compliquée. Et souvent dans les fratries, on aime l'autre parce que en fait on le déteste et qu'on n'a pas le droit de le détester. Alors on s'est convaincu qu'on l'aimait, et d'ailleurs on le protège contre tout
pas tant parce qu'on a envie de le protéger, mais parce qu'on voudrait en fait le tuer, et que comme on voudrait le tuer, eh bien, on essaie de se protéger du passage à l'acte en quelque sorte. Hein. Et ça, c'est vrai dans toutes les fratries. Personne n'échappe à la règle. Donc, votre sœur, elle a eu ce mouvement d'hostilité au même titre que n'importe quelle autre sœur que vous auriez pu avoir dans le même cas de figure. Qui plus est, vous êtes une fille, il y avait 2 garçons, une fille, et tout d'un coup, il y a une autre fille qui fait rivalité avec elle automatiquement. Ce qui donne une raison supplémentaire, évidemment, à la tension qui peut être la sienne. Et à cela, on rajoute l'histoire particulière, qui est qu'il y a un enfant de 3 ans qui est mort. Et un enfant de 3 ans qui est mort, c'est déjà la souffrance d'avoir perdu quelqu'un, mais pour la fratrie, plus que d'avoir perdu le frère, c'est la souffrance d'avoir vu la mère dans la souffrance. Oui. Et de voir donc combien cet enfant était précieux pour elle, compte tenu du fait que la mère en est abîmée et détruite, même dans le silence, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on porte beau et qu'on tient fermement sa posture de maman, que les enfants ne sentent pas la lutte intérieure que cela représente pour une maman, hein, qui du coup s'applique à être des plus silencieuses. Hein. Donc évidemment que tout ça fait dans l'esprit de votre frère et de votre sœur, chacun de manière singulière, chacun avec leurs émotions, avec ce qui s'est joué pour eux, avec leur peur, avec leur peur qu'il vous arrive à nouveau quelque chose pour l'un, donc plus protecteur, la peur que d'être détrôné, ou la peur de se débarrasser, puisque votre sœur est celle qui était juste avant cet enfant, donc elle a peut-être eu peur d'être d'une manière ou d'une autre, d'avoir voulu sa mort par exemple. Quand je dis voulu sa mort, c'est tout à fait inconscient, hein, bien sûr, hein. Et que du coup c'est insupportable de vivre avec ça, et donc votre naissance fait que vous devenez la voleuse de place, comme ça c'est vous qui en prenez la responsabilité d'une certaine manière. Vous comprenez les jeux qui peuvent se passer inconsciemment, évidemment que dit comme ça on pourrait supposer que chacun a de drôles d'idées. C'est vraiment une construction tout à fait inconsciente et très très classique. Vraiment c'est dans l'esprit de chacun de nous, hein, de toute façon. Et donc là-dedans, il y a donc cette sœur. Vous allez avoir le sentiment du coup d'une certaine hostilité à votre rencontre dans l'accueil que vous fait votre sœur. Et puis vous êtes aussi avec une maman qui, alors vous dites, vous êtes arrivée par surprise. Et c'est intéressant parce que si vous êtes arrivé par surprise, c'est-à-dire que c'est un couple qui s'aime, ils font l'amour, et il y a un bébé. Et s'il y a un bébé, c'est parce qu'ils sont animés du désir de cela. Et du coup, c'est parce que ça n'a pas été maîtrisé, ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été justement chez le médecin. Et ça a été plein d'émotions, ça a été l'expression d'une émotion. Et d'une émotion qui fait qu'un homme et une femme, eh bien, malgré le poids de la mort, malgré la détresse que cela a pu constituer pour eux de façon irréversible, eh bien, ils étaient animés de vie, ils étaient animés d'amour, ils étaient animés de désir, et ça a fait un bébé, vous. Et curieusement, votre maman veut s'en défendre. Elle se défend de ça, de cette émotion-là. Alors vous vous retrouvez comme si vous étiez l'intruse, celle qui est née parce qu'il y en a un qui est mort, ce qui n'est pas vrai, ça n'a strictement rien à voir. Celle qui a pris la place de l'autre, si on le voit du point de vue peut-être de votre sœur, je dis bien peut-être, hein, tout ça ce sont des choses très projectives. Nous ne sommes pas en thérapie, nous sommes à la radio, nous avons quelques minutes pour essayer de démêler une histoire. Hein, donc voyons tout cela avec bienveillance et recul, mais ce sont des propositions de réflexion en tout cas. Et tout d'un coup, vous allez essayer de vous comprendre, vous, à l'orée de ces réactions autour de vous. C'est-à-dire un frère qui vous protège comme si vous étiez en sucre, une sœur qui vous en veut comme si vous aviez volé une place, et une maman qui se met à l'écart d'une certaine manière d'émotions trop spontanées, trop vives, trop émotionnelles, parce que justement l'émotion surprend. L'émotion, c'est tout sauf du contrôle. Et d'ailleurs, si cet enfant est mort, c'est parce qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. Donc tout est dans prendre le contrôle, garder le contrôle.
Et du coup, vous vous êtes nourri à ce lait-là. Vous voyez, vous avez bu ce lait-là. Et c'est vrai, d'ailleurs, j'ai jamais osé pleurer devant mes parents. Je trouve ça, enfin, même devant les gens, en fait, je trouve ça horrible de faire ça. En fait, je suis toujours en train de contrôler mes émotions. Et oui. Les journées qui sont trop fortes qui arrivent. Et oui. Et pourtant, c'est merveilleux, les émotions. Oui. C'est absolument merveilleux. Et même des larmes, c'est merveilleux. On n'est jamais ridicule parce que l'on pleure. On est vrai. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'a pas d'émotion que, si par exemple, vous disiez tout à l'heure, les deux dernières histoires d'amour, c'est vous qui êtes froide et c'est vous qui les quittez parce que vous les aimez plus. Comme si, je reprends les mots que vous employiez tout à l'heure, comme si finalement, avoir des émotions, c'est être attaché, c'est risquer de souffrir. Comme votre maman qui était attachée à son bébé, évidemment. Oui. Donc du coup, il faudrait se barricader quant aux émotions, il faudrait ne rien ressentir. Et vous avez le sentiment qu'en ne ressentant rien, vous seriez à l'abri de tout. Mais vous êtes à l'abri surtout de la vie. Oui. Et ça, c'est tellement dommage. Et la vie est à l'abri finalement de l'intérêt de la vie, de l'intérêt des relations, de l'intérêt de l'amour. Je sais, mais je n'arrive pas à me lâcher. Enfin, je n'arrive pas à faire autrement. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on se le dit que, vous allez vous dire, ah bah super, allez, hop, youpi, bel amour, mais la vie. Je sais bien. Ça serait bien, je vous assure, moi aussi je trouverais ça chouette. Mais ça marche pas tout à fait comme ça. Mais déjà, l'observer, comprendre les choses, ça, c'est de leur donner du sens. Vous voyez ? Ouais. Et leur donner du sens, c'est, puisque justement vous avez toujours fonctionné de façon intellectuelle, eh bien c'est déjà une chose, on va répondre à votre point fort, votre intellect, de comprendre que ça peut avoir du sens, même de s'être protégé de ses émotions. Et évidemment, comme vous voulez tout contrôler, et là j'en viens à votre sujet initial, comme vous voulez tout contrôler, eh bien vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui vous échappe, quelque chose à votre insu que les autres puissent voir, que vous ne pourrez. Et donc, résultat, vous avez passé votre temps à avoir peur des autres. Ouais. Voilà, donc vous passez votre temps à vous surveiller comme du lait sur le feu, parce qu'évidemment vous êtes du lait sur le feu, évidemment vous êtes bouillonnante, évidemment ça menace de déborder, et bien voilà, parce que c'est ça la vie, parce que vous êtes jeune et parce que vous êtes bouillonnante d'ardeur, sinon quel dommage. Mais vous essayez de tout maîtriser par peur d'être assassine, pas à sa place, inconvenante, etc., etc., selon la lecture que vous avez enregistrée de la part des uns et des autres, non pas que les autres vous ont jeté un sort, mais parce que eux-mêmes racontaient leurs propres blessures par rapport à ces événements que sont la venue d'un enfant et que sont la mort d'un enfant. Oui. Je me suis identifiée en fait à leur histoire et j'ai pas réussi à évoluer à cause de ça en fait. Pour l'instant, vous êtes toute jeune, vous avez 24 ans. Mais est-ce qu'on peut vraiment changer de caractère en fait? J'ai l'impression que c'est inné d'être un individu froid et glacial. Non. Je le suis pas en fait, mais j'ai l'air. En fait, c'est pas froid et glacial, c'est rigide en fait. Je pense que je dégage une image rigide. Voilà, vous dégagez une image rigide, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. D'ailleurs, quand vous étiez petite, on vous mettait un grand écart facial ou vous mettiez un grand écart facial avec une souplesse incroyable. Oui, mais avec le temps, vous êtes un peu raidi, comme tous les humains que nous sommes et les adultes que nous devenons, qui sont persuadés, évidemment, que pour vivre en société, il faut être rigide, droit, se tenir, etc. Comme si on était ridicule et honteux dès lors qu'on laissait un peu d'émotion, on se laissait être un peu loufoque à nos heures, un peu en marge de ce qui est attendu. Alors que c'est ça l'intérêt de l'être humain, c'est d'explorer ce dont il est fait, ce dont il est capable, c'est d'être créatif et pas un robot sur des rails dicté par d'autres. Et donc ça n'est pas inné.
de façon innée, vous êtes une éponge. Vous avez pris à droite et à gauche des tas de choses, bien sûr, mais vous avez une capacité de jongler avec tout ça. Simplement par fidélité à l'histoire, par compréhension de vous-même dans le regard des autres, puisque quand on est nourrisson, on se regarde dans le regard d'une maman qui nous nourrit, on se regarde dans l'intérêt que les autres nous portent, qui font qu'ils s'arrêtent sur nous, ils nous voient pas, ils jouent avec nous, ils nous font des risettes, ils parlent le bébé, on se dit qu'on existe, ou au contraire, ils nous voient pas, ils passent à côté, ou ils soufflent, et donc on se dit qu'on n'a pas de place. Donc vous êtes considéré à l'orée de cela, et vous avez constitué à partir de cela une personnalité. Mais personnalité, ça vient du grec persona, qui veut dire masque. Et donc, vous pouvez enlever le masque. C'est-à-dire que nous nous construisons tous avec un masque qui est l'idée que nous nous faisons du rôle, un peu comme dans la commedia dell'arte, du rôle que nous avons à jouer dans la pièce familiale. Et puis un jour, on peut se permettre de changer de rôle, de faire des contre-emplois et de découvrir qu'on a d'autres aptitudes que celles qui étaient initialement proposées. Oui. Oui, mais c'est pas évident quand les parents. Moi, par exemple, quand vous parlez d'un rôle à jouer dans la pièce familiale, c'est exactement ça. C'est mon père qui me harcèle. Enfin, pas il me harcèle, mais il me met beaucoup la pression en fait pour mes études. Et du coup, je l'ai fait parce que j'avais rien d'autre à faire. Enfin, quand on n'a pas beaucoup d'amis, on passe son temps chez soi à travailler. Ah ben ça c'est sûr. Les phobies sociales comme tout ça, ou les peurs, etc. Ça fait les très bons élèves. Hein. Oui. On n'est pas obligé d'être très bons élèves. Vous pouvez être un peu dissidente. Hein. Ouais. Oui, non, mais voilà, j'ai passé mon temps à travailler. Mais oui, parce que vous aviez besoin d'être aimé. Et comme vous avez senti que c'était l'intérêt de votre père, qui lui, bien sûr, veut le meilleur pour vous, donc évidemment qu'il veut que vous réussissiez vos études et il veut que vous soyez brillante, etc. Comme vous avez vu que là, il y avait un créneau pour plaire, évidemment, ça fait de vous une excellente élève. Oui, mais lui, il me projette beaucoup, en fait, parce que lui n'a pas eu la chance de faire des études. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi en tant que personne qui l'intéresse, mais c'est ce que je fais en fait. C'est ça. Oui, parce que vous savez, vous serez parent à votre tour et vous verrez que c'est un peu compliqué de s'émanciper du désir que l'on avait pour soi, que l'on projette sur son enfant. Accueillir son enfant pour ce qu'il est, et c'est-à-dire des choses que l'on ignore, qui vient vous dire, alors moi je veux être une star de ciné, on se dit, oulala, dans quoi il s'embarque, il y a quand même peu d'élus, il faudrait le mettre sur le droit chemin. C'est assez normal d'avoir peur pour son enfant, ou c'est assez normal de vouloir réparer son histoire, de vouloir se remettre au monde, et donc de demander à son enfant de réussir ce qu'on a loupé soi-même. Ceci étant, les parents doivent veiller à ne pas être là-dedans, et quand ils le sont, c'est à l'enfant de s'en sortir, de s'en dépêtrer. Alors vous avez 24 ans, vous avez fait à cette occasion des études que vous avez plus ou moins choisies. Il n'empêche que ça a permis à votre cerveau de travailler merveilleusement. Vous avez du coup, à défaut d'avoir une souplesse de fonctionnement social et de fonctionnement émotionnel, vous avez une souplesse cérébrale formidable. Et bien maintenant, il faut la mettre petit à petit, il faut vous donner le droit d'avoir un projet pour vous-même et de vous donnant ce droit-là, de bouger légèrement les lignes sans violence à l'égard de votre famille, mais leur faire découvrir qui vous êtes, vous. Et pour ça, c'est le découvrir vous-même. Et on le découvre en s'observant, on peut le découvrir aussi en faisant des choses annexes, par exemple à sa scolarité, et puis faire bouger un petit peu les lignes. Mais on le découvre aussi en osant la relation avec les autres, cette relation qui nous faisait peur. Eh bien, on ose voir les autres nous regarder autrement que comme on se considère. On ose les laisser nous bousculer un peu. C'est pas toujours très confortable, très honnêtement, mais ça permet de voir que finalement, comme je le disais tout à l'heure en prenant la citation de Mandela, ça nous paraît impossible, et puis une fois qu'on le fait, une fois qu'on le fait, on réalise que
on peut cheminer malgré tout, on a des victoires et c'est d'une richesse formidable. On ne peut pas qu'être nourri par ses parents, vous l'avez été pendant toute votre enfance, et maintenant il vous appartient de vous nourrir. Et justement, ces émotions, ces larmes, ces rires, peut-être que quand vous allez voir un film, est-ce que vous ne riez pas, vous ne pleurez pas dans un film ? Si. Bon, alors allez voir tous les films tristes, allez pleurer. Revenez avec les yeux rougis, racontez le film en pleurs, voilà. Mais et regardez que ça risque rien, ça ne risque absolument rien. Et ça ne vous fait pas fragile, au contraire. C'est une phrase de Musset qui dit: c'est moi qui ai vécu et non un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Les émotions, l'amour, voilà, c'est se laisser embarquer par tout ça. Je vais essayer de le faire petit à petit, laisser échapper un rire stupide de temps en temps. Ou... Un rire n'est pas stupide, un rire à gorge déployée. Vous allez nous faire un éclat de rire, c'est important. Allez voir des trucs qui vous font mourir de rire, qui vous font faire pipi dans votre culotte. Mais vraiment, faites-vous du bien. Sinon, vous empêcherez les autres de vous faire du bien. Ça, c'est vrai. J'empêche les autres de me faire du bien. Bah oui. Je les laisse pas entrer, en fait. J'évite toute relation autre que superficielle. Oui, alors, centrée sur le travail, en fait. C'est la seule chose que j'ai à dire aux gens. Exactement. Alors, je ne vous engage pas sur le sujet de la sexualité, mais vous pensez bien que ce que vous venez de dire pose une vraie problématique à votre avenir amoureux et sexuel. Parce que si je ne laisse pas rentrer l'autre, pour moi qui suis une femme, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va être, on va faire l'amour parce qu'on se dit qu'un couple doit faire l'amour, mais pas pour en découvrir des choses et de soi-même, ou alors on va faire une performance parce qu'il faudrait une performance, mais pas une révélation de soi. Et quel dommage de passer à côté de vous. Oui, c'est vrai. J'ai eu certaines émotions assez fortes dans la sexualité, mais c'était... c'est assez rare. La plupart du temps, je suis gênée, je suis préoccupée par des choses complètement... je pense que c'est complètement superficiel et inutile. Et c'est vrai que je me laisse jamais vraiment aller, même là-dedans. Même s'il m'est arrivé parfois de le faire, mais c'est très rare en fait. Oui, parce que c'est-à-dire que tout d'un coup, vous sentez que ça vous échappe parce qu'évidemment, votre corps le réclame. Et vos émotions le réclament. Et puis vite, vous reprenez les commandes et hop, vous verrouillez cela. Mais c'est pas grave. Encore une fois, Sarah, vous avez 24 ans. Laissez-vous le temps de vous découvrir. Et c'est déjà merveilleux que vous arriviez à poser ces mots-là. Et c'est merveilleux d'ailleurs que vous ayez cette phobie sociale, parce que c'est quand on a un truc vraiment encombrant qu'on est obligé de s'y coller, qu'on est obligé d'y réfléchir, parce que sinon on croit que tout va bien, et chemin faisant on avance, on a 30 ans, puis 40, puis 50, puis 60, et rien ne nous a permis de remettre un peu les choses en perspective. Ah non, mais il y a des gens qui ne s'en rendent jamais compte. Mon père, par exemple, est complètement comme moi, mais lui, il s'en est jamais rendu compte. En fait, et c'est ça qui m'a toujours choquée chez lui, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Eh bien voilà, mais il ne faut pas attendre que vos parents le trouvent, le chemin, pour l'emprunter vous-même. À vous de faire le vôtre de chemin, à vous de le découvrir, de partir comme ça, guillerette, sautillante, peut-être inquiète, voire terrorisée, mais d'emprunter votre chemin. Voilà Sarah, je vous souhaite une belle aventure de vie, je vous souhaite d'y réfléchir, de vous donner le droit de laisser tout ça vous bousculer un peu, et faites-vous confiance, vous avez tout lieu d'y parvenir. Et mettre des mots aussi à l'occasion dans ces familles où on se tait, vous avez le droit d'arriver avec vos gros sabots, voilà. D'accord, et de rire à gorge déployée. Exactement, à gorge déployée. Ok. Merci beaucoup Catherine. Je vous en prie. Passez une très douce soirée. Au revoir Sarah. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Catherine Blanc. Et bonsoir Lydie. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Donc, déjà, je vous remercie pour l'émission qui est vraiment super et qui apprend beaucoup sur soi et aussi pour les autres.
Et donc je vous appelais ce soir parce que je suis dans une période un peu complexe concernant ma vie familiale. D'accord, alors dites-moi un petit peu ce qui se passe dans cette famille. Alors, donc là, on est dans une famille recomposée. J'ai mon conjoint qui a un enfant de 5 ans, c'est une première union. Oui. Et moi, j'ai eu un petit garçon il y a 15 mois, donc il a 15 mois. D'accord. Et donc là, on forme une famille recomposée. Et moi, j'ai du mal à la considérer comme famille. J'ai du mal à l'accepter, mon beau-fils. Comme, on ne me demande pas à ce que je le considère comme mon fils, mais j'ai du mal à accepter ce schéma familial. J'ai du mal à me dire qu'on est une famille. Comprenant cet enfant-là. Voilà. Parce qu'il est H24 avec vous ou il est une partie du temps avec sa maman, une partie du temps avec son papa? Alors en fait, il est en garde alternée, donc une semaine sur deux, et la moitié des vacances. Donc là, on a passé 2 semaines de vacances. Ça a été pour moi, ça a été très compliqué. Ce que je dis à chaque fois, c'est que à chaque fois qu'il est là, je me mets en apnée. J'arrête de respirer. Je suis plus moi-même. Je suis plus chez moi. Voilà. Et concrètement, d'ailleurs, alors que vous dites à votre compagnon? Lui, comment il vit sa relation avec son fils? Qu'est-ce qu'il vous impose peut-être? Ou qu'est-ce qu'il comprend pas? Enfin, comment vous échangez sur ce sujet? Alors, déjà, tout au début, donc j'ai connu, il avait 2 ans et demi. Oui. Ils ont passé une partie de leur... on va dire une partie de leur vie tous les deux. Donc, ils ont un lien très fusionnel. Ils se ressemblent beaucoup, voilà, et ils ont un lien très fusionnel. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que j'avais l'impression d'être exclue, voilà. Je trouvais pas ma place. Et ensuite, il m'impose pas forcément des choses. C'est vrai qu'il y a des moments où il me demandait, pas de remplacer sa mère, mais d'être une mère de substitution quand il était avec nous, quoi. Et moi, j'y arrivais pas. Enfin, je pouvais pas. C'est-à-dire qu'il vous demandait une mère de substitution en termes de tendresse ou en termes de fonction, parce que lui est un peu empêtré dans son rôle de papa et qu'il attend de la part de sa compagne qu'elle joue un rôle de femme avec l'enfant sur place, en quelque sorte? Non, pas du tout, parce que lui, c'est un père qui est très... Il joue le rôle de la mère et du père. C'est un papa qui est très impliqué dans son rôle de père. Mais il veut... En fait, on forme une espèce de... Enfin, il veut qu'on soit une famille, justement. Et il veut que je sois plus impliquée dans l'éducation de son fils. Enfin, dans tout. Mais moi, j'y arrive pas. Voilà. J'y arrive pas. Et là, je suis dans une période où je me demande... Je remets tout en question. Et je me demande si j'ai bien fait les choses. Est-ce que j'ai bien fait de faire un enfant avec un père de famille, enfin, qui était déjà père. D'accord. Voilà. Et alors que je sais très bien que, enfin, quand je remonte le fil de l'histoire, je sais très bien que j'ai jamais accepté la situation. Et voilà. Enfin, voilà. Et donc là, en ce moment, je suis un peu perdue à savoir, qu'est-ce que je peux faire. Et je me sens aussi comme dans une prison, en fait. C'est-à-dire que en étant en garde alternée et l'enfant ayant l'adresse chez sa mère, on est obligé de rester aux alentours de son adresse à elle. Voilà. Le monde s'est réduit à la proximité de cette femme-là. Voilà, ça, il y a les vacances aussi, parce que les vacances sont imposées, donc forcément, moi aussi, je dois suivre. Et pareil, toutes les activités, des fois on fait rien quand son fils n'est pas là. Enfin, on fait pas grand-chose quand son fils n'est pas là. Il attend que son fils soit là pour qu'on fasse des choses, même quand, par exemple, il invite des personnes ou quand on est invité, il faut toujours que son fils soit présent. Donc il fait en sorte que le calendrier colle avec sa présence. Voilà. Et moi, moi je me sens étouffée. Enfin, je sais pas. J'ai du mal. Et depuis, en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est-à-dire que, bon, déjà, lors de ma grossesse, j'ai fait une dépression.
J'ai fait une dépression et je suis partie en clinique pour me reposer. Parce que déjà j'avais peur d'être mère. Parce qu'en fait son fils, je le considérais pas comme... Enfin déjà j'avais peur des enfants à la base. Et son fils, j'ai jamais eu de sentiments pour lui. De sentiments d'amour quoi. Et j'avais peur en fait que mon propre enfant, j'ai pas de sentiments non plus. Et finalement, j'ai fait un travail dessus. Et j'arrive à avoir mon rôle de mère, mais mon rôle de belle-mère, non, je l'accepte pas. J'ai même du mal à dire que je suis sa belle-mère. D'accord. Et la relation entre votre compagnon et son ex-compagne ou femme, elle est simple ou elle est tumultueuse et du coup ça entraîne des conséquences que vous devez supporter également? Non, parce qu'ils essaient de faire en sorte que tout se passe bien, c'est vrai, mais c'est vrai que moi j'ai aussi du mal à savoir qu'elle va venir. Ou même quand mon fils est né, j'ai attendu qu'il soit assez grand pour qu'elle le voie, parce que je voulais pas qu'elle le voie. Mais sinon, non, il n'y a pas de conflit particulier. Enfin, ça va. D'accord. Bon, et alors, dites-moi encore une chose. Lui, vous avez 32 ans, hein, c'est ça? Oui. Et lui, il a quel âge? Il a 33 ans. 33 ans, d'accord, vous avez le même âge. Très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est que là, on va faire une petite pause, Lydie, et on va reprendre tout ça tranquillement ensemble après un flash info. D'accord? Alors, à tout de suite, hein, Lydie. Je profite, avant de laisser la parole justement à Lisa Boudet, juste vous rappeler que vous pouvez appeler le 39 21 et également envoyer des SMS 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit, des mails également sur europe1.fr. Rubrique Libre Antenne. Voilà, vos messages s'ils sont à l'intention des auditeurs, transmis ensuite. Ils accompagnent aussi éventuellement ce que je suis amenée à leur dire. Donc n'hésitez pas. 39 21 pour l'appel, 7 39 21 pour les SMS. À tout de suite. Ceux qui nous rejoignent, nous sommes encore ensemble sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Que vous souffriez ou simplement que vous vous questionniez, qu'il s'agisse de la difficulté de faire avec vous-même ou avec les autres ou avec l'amour ou même encore avec la sexualité, comme chaque soir, je me propose de vous aider à tendre vers une meilleure compréhension de la situation et des issues possibles. Alors appelez-moi 39 21, Sonia et Quentin se tiennent à votre disposition. Et si vous souhaitez réagir encore une fois, par SMS 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit ou sur le site europe1.fr, rubrique Libre Antenne. Catherine Blanc sur Europe 1. Et nous reprenons Lydie. Lydie, vous êtes toujours là? Toujours. Voilà,
Alors donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous, puisque donc vous êtes dans une relation. Je répète un petit peu les choses pour ceux qui nous rejoindraient. Donc vous êtes dans une situation de relation amoureuse avec un homme qui se trouve être précédemment le papa d'un petit garçon qui avait 2 ans et demi quand vous vous êtes rencontrés, qui a 5 ans aujourd'hui, et vous avez toujours eu du mal à faire avec cette belle maternité dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, et d'ailleurs vous ne reconnaissez pas non plus l'élan aimant pour cet enfant qui s'immisce un peu entre votre compagnon et vous, et un compagnon d'ailleurs qui lui au contraire veut cet enfant au cœur de la structure familiale, au cœur de la vie d'ailleurs de cette famille dans une vie sociale, et ceci vous dérange à tel point que vous avez eu peur vous-même en devenant maman, peur de ne pas être une bonne maman puisque ne sentant pas cet élan pour ce petit garçon, vous avez eu peur de ne pas avoir d'élan non plus pour le vôtre. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé les choses et par ailleurs vous vous sentez un peu enfermé puisque évidemment comme il y a une histoire qui précède votre histoire d'amour avec lui, évidemment il y a une autre femme, donc des lieux géographiques un peu obligatoires pour permettre la garde alternée de cet enfant entre son papa et sa maman. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau de le bruit qu'il y a, voilà, il y a du bruit de votre côté. On vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez bien, puisqu'on ne vous entend pas? D'accord. Oui. Bon, alors on fait avec. Très bien. Alors, pour qu'on essaie de comprendre un petit peu tout ça, déjà, dites-moi de votre côté, déjà vous êtes issu d'une fratrie ou vous êtes fille unique? Comment? J'ai une sœur. Vous avez une grande sœur. Vous avez combien d'écart d'âge toutes les deux? 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Et au niveau justement de votre relation avec cette sœur, ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Vous étiez 2 petites filles très très unies, pas? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire? Alors, c'est très compliqué. En fait, toute petite, j'étais très attachée à elle. Bon, j'ai fait un travail aussi. J'ai commencé en thérapie. Et je me suis rendu compte que, en fait, ma mère nous considérait comme des... Enfin, non, pas nous considérait. Faisait comme si qu'on n'était qu'une, en fait, comme si qu'on était des jumelles. Et moi, ça a toujours été mon modèle. Donc, je faisais tout ce que ma sœur faisait. Voilà. Et aussi petite, j'ai eu des fortes angoisses. De quel ordre? Des angoisses, des crises d'angoisse à partir de 13 ans, non, à partir de 8 ans. À partir de 8 ans, j'ai eu des fortes angoisses, je ne pouvais plus dormir seule. Et je demandais à ma mère à ce que ma sœur dorme avec moi, jusqu'à l'âge de 15 ans. Ce que votre sœur acceptait ou elle s'est-elle rebellée? Il y a un moment, elle n'acceptait plus de le faire, mais je la suppliais tellement que finalement, elle était obligée de le faire. Et après, ça s'est transformé en TOC. Donc, une fois que j'ai eu 15 ans et que j'ai décidé de dormir seule, là, comme je me sentais pas en sécurité, j'ai commencé à avoir des troubles obsessionnels et je vérifiais toutes les portes, les fenêtres, tout ce qui était sécurité dans la maison. D'accord. Et d'ailleurs, les peurs que vous aviez, qui vous insécurisaient avant de vous endormir, vous arriviez à définir peur de quoi? Non, je ne savais pas. Non, d'accord. Je ne savais pas, mais je l'ai su, justement. Je l'ai su une fois que... Bon, après, au cours de votre thérapie? Pardon? Vous l'avez su au cours de votre thérapie? Non, je l'ai su une fois que mon enfant était né. D'accord. Parce que ma mère, forcément, une fois que mon bébé est arrivé... elle avait des flashbacks, elle m'expliquait des choses par rapport à moi et ma sœur. Ma sœur, étant l'aînée, elle accourait à chaque pleur, voilà. Elle l'a fait dormir avec elle jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors que moi, à la sortie de la clinique, elle m'a mis tout de suite dans ma chambre. Et je pense après, je suppose
D'accord, ça veut dire que quand vous êtes rentré de la clinique, enfin, les premiers jours, les premiers mois de votre vie, vous étiez dans votre chambre alors que votre sœur était dans le lit de votre mère. Oui, jusqu'à l'âge de 13 ans. D'accord. Et votre père, d'ailleurs, où est-il? On me pose toujours la question. Mon père, en fait, ma mère, elle a beaucoup effacé mon père. Elle a, pardon, j'ai pas entendu. Elle a beaucoup effacé mon père dans l'éducation. D'accord. Elle voulait pas que mon père que mon père s'occupe de nous, en fait. Elle avait peur. Je sais pas pourquoi, mais... Peur de quoi? Elle le trouve trop brut. Ma grand-mère lui a dit, c'est ce qu'elle m'a répété, et ce qu'elle me répète toujours. Ta grand-mère me disait que ton père était trop brut pour s'occuper de vous, donc moi j'ai tout fait pour vous. Donc toi tu dois faire la même chose avec ton fils. D'accord, c'est-à-dire que elle avait le sentiment qu'il était susceptible de vous faire du mal, de vous briser, de vous casser, voilà. de vous faire tomber, de vous heurter physiquement, ou même verbalement. Non, plus physiquement. D'accord. Et ça, c'était votre grand-mère maternelle, la maman. Non, c'est paternelle. Paternelle. Donc c'est la mère de votre père. Non, mon père, voilà. Qui supposait que son propre fils était trop brut pour être père. Voilà. D'accord. Bon. Ok. Donc il était complètement effacé. Ce que je dis à chaque fois, c'est que, ce que je disais, je le dis plus, mais si mon père il n'avait pas été là, pour moi ça aurait été pareil. Alors que maintenant je comprends que c'est ma mère qui l'a effacé. Je comprenais pas pourquoi mon père n'avait pas participé, n'avait pas été présent, parce que pour moi il n'avait pas été présent. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment donné que justement ce papa vous manquait? Non. Vous n'avez pas eu le souhait d'être vu par votre papa? Non. À chaque fois, par exemple, qu'on m'a demandé si... on m'a parlé du complexe de type, pour moi, non, mon père, il m'a pas manqué, ça n'a pas été un modèle, ça n'a pas été... non, D'accord. Ok. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, j'entends ce que vous dites, il ne vous a pas manqué, ça n'a pas été un modèle. Ceci étant, vous êtes tombée amoureuse d'un homme qui est papa et très fortement papa. Oui. Donc, ça me laisse songeuse. Je me dis que si vous êtes allé chercher justement un homme qui revendique aussi fortement sa fonction de père, ce n'est peut-être pas si juste que ça, cette idée que vous n'auriez pas eu besoin vous-même d'une présence paternelle. Alors après, elle peut être totalement refoulée, puisque à partir du moment où une grand-mère, mère de cet homme, et une mère, votre mère, définissent que votre père est un danger, il est urgent même de ne pas... il peut être urgent pour vous de ne pas en avoir le souhait. Vous voyez, c'est pour être du coup dans la protection de ces deux femmes qui laissent supposer que vous seriez en danger sans leur protection. Mais bon, ce sont que des hypothèses, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que il y a des moments où on dit des choses et on est persuadé de ces choses, mais en même temps, on dit des choses qui laissent penser que ce n'est pas si blanc que ça. Vous voyez, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est peut-être un peu plus mélangé. D'ailleurs, avant que nous quittions un instant pour le Flash Info, c'était amusant parce que vous disiez, votre phrase était touchante. Vous avez dit, je me demande même si j'ai bien fait de faire un enfant avec un père. Et alors que vous vouliez bien sûr ce que vous avez dit, c'est-à-dire avec un homme qui était déjà père. Mais vous dites avec un père. Vous voyez, il y a quelque chose qui est quand même, encore une fois, il y a une idée de père là derrière. Bon, oui. On le laisse pour l'instant un peu de côté. On y reviendra peut-être, mais voilà, je vous livre ça pour que ça fasse son chemin par ailleurs, et puis et on verra si c'est pertinent ou pas, ou vous le verrez vous indépendamment de notre échange ce soir. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que dans cette famille, en fait, vous semblez avoir
alors que vous êtes une petite fille qui a 2 ans et demi de moins que votre sœur, en fait, on vous met ensemble, collés, fusionnés l'une et l'autre, comme d'ailleurs votre mère fusionne avec sa fille. La relation mère-fille est extrêmement fusionnelle, éliminant d'ailleurs le masculin, puisque même votre grand-mère élimine son propre fils dans sa crédibilité. Et donc il y a vraiment une idée de dangerosité s'il n'y a pas la fusion, s'il n'y a pas la protection maternelle d'une certaine manière. Vous voyez, et donc du coup, pour grandir et se sentir apte à faire face à être seul, apte à rencontrer l'autre différent et pas pareil, pas jumelle justement, puisque votre sœur, elle n'est pas votre jumelle, elle est différente, elle est une autre fille certes, mais elle est différente de vous. Mais on est un peu dans un univers de confusion, vous voyez. Et on confond tout, c'est-à-dire le lit de la mère, c'est le lit de la fille, et pas le lit de la mère et du père. Vous êtes après avec votre sœur, puis on force votre sœur à être dans votre lit. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, les places sont pas les bonnes. On met pas on ne donne pas une place pleine et entière à chacun, et on laisse à penser que on n'est pas apte à prendre pleinement sa propre place. Oui. Vous voyez ? Et du coup, ça crée évidemment une grande fragilité, une grande inquiétude quant à ce que moi toute seule je pourrais faire ou pas faire, ou générer à mon insu éventuellement. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle ? Oui, complètement. Non, mais oui. Donc évidemment, quand vous avez, quand vous allez chercher, vous allez aimer un homme, évidemment que vous avez un peu l'envie de la fusion, de fait, puisque c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est sur le mode de la fusion. Or là, il y a un enfant au milieu, donc il vous oblige à défusionner. Oui. Vous fusionnez bien sûr quand vous faites l'amour, c'est le propre même de l'emboîtement des corps. Mais vous êtes obligé de faire avec un autre, et un autre très différent, puisqu'il n'est pas issu de votre corps, il n'est pas issu de votre amour, et c'est donc un étranger, qui plus est un garçon, ce qui évidemment historiquement quand même dans votre histoire de petite fille, les garçons n'ont pas vraiment une place de choix. Oui, d'ailleurs quand j'ai su que j'attendais un garçon, ça m'a encore... Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Et oui, parce qu'on n'a pas beaucoup donné de crédit aux garçons. C'est en fait une société de femmes qui ne font pas confiance dans les hommes. Oui, c'est ça. Et du coup, les femmes, au lieu de se sentir solides, elles-mêmes, s'étant interdit l'intérêt et l'accompagnement et l'enrichissement du masculin, elles sont collées les unes aux autres et elles ont peur elles-mêmes d'elles-mêmes. Vous voyez, il y a quelque chose de... Donc, et devenir mère, dans la logique, vous avez certainement imaginé que vous deveniez mère d'une petite fille à votre tour. Ah oui, non, mais pour moi, je ne pouvais pas avoir de garçon. C'était impossible. Voilà. Et heureusement, même si ça n'a pas été très confortable, mais heureusement la vie est venue vous bousculer, parce que sinon vous auriez été dans un scénario de répétition où il y aurait toujours cette idée que les filles, les mères fusionnent pour se protéger d'un extérieur dangereux, comme si les hommes étaient des incompétents ou des loups dangereux dont il faut se protéger absolument dans une proximité, une fusion et une confusion féminine. Donc évidemment, en fait, ce qui me semble être à l'œuvre là-dedans, c'est que de même que vous, quand vous avez appris que vous étiez maman d'un petit garçon, vous avez tout d'un coup eu peur de qu'est-ce que va faire un garçon au milieu de cette histoire. Mais ça s'était déjà joué avant, puisque l'homme que vous aimez était lui-même papa d'un petit garçon. Donc en fait, l'hostilité que vous avez à l'égard de cet enfant,
parce que c'est pas facile d'aimer un enfant qui n'est pas le sien, bien sûr, parce qu'il vous donne pas toujours le droit à votre autorité. Il va d'ailleurs éprouver votre autorité, il va essayer vite de vous malmener parce qu'il est lui-même coincé par des conflits des devoirs de fidélité à l'égard de sa propre mère. Donc c'est assez logique qu'il oscille entre l'envie de vous plaire parce qu'il a envie d'être bien avec vous, et puis la grande culpabilité de vous plaire et que ça fonctionne avec vous parce qu'il trahit sa maman. Donc c'est sûr que pour l'enfant, c'est pas qu'il est méchant ou pas sympa avec vous, c'est simplement qu'il est lui-même prisonnier d'un truc très compliqué, parce que rentrer en disant c'est formidable, Lydie est merveilleuse, je l'adore, on a joué à ça et ça, maman t'es méchante, et d'ailleurs Lydie elle m'a dit que, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc il a du mal à pouvoir être pleinement aimant quant à vous, quand bien même il l'est d'ailleurs, ou le serait, ou aurait envie de l'être, parce qu'il a des devoirs de fidélité à l'égard de sa maman. Et puis, par ailleurs, il a aussi envie de dire, avant que tu n'existais dans la vie de mon père, moi j'existais. Et voilà. Et donc, il n'a pas du tout envie de vous céder la place, et que vous aimiez follement son papa, et que son papa vous aime follement, qui remettrait peut-être en question l'idée que son papa l'aime lui. Du coup, son papa, par culpabilité, doit absolument montrer à son fils qu'il est important, qu'il doit être au milieu, qu'il aime beaucoup, qu'il fait des choses formidables avec lui. Il veut se reconnaître d'ailleurs dans son enfant se reconnaît dans son père, et hop, on retrouve la fusion, mais cette fois-ci côté masculin. Pardon ? Et on retrouve du coup une sorte de fusion, mais cette fois-ci du côté masculin. Et là, vous retrouvez l'exclu. Dans votre famille, c'était les hommes qui étaient exclus pour la fusion féminine, et là, c'est deux garçons qui sont fusionnels, et vous qui êtes l'exclu. En tout cas. Parce que voilà. Et en plus, vous en avez fait un troisième. Eh ben, vous voilà bien. Voilà, évidemment. Mais la vie est curieuse parfois, vous voyez, elle vient vous pincer les fesses, et ça rend des choses un peu inconfortables, bien sûr. Oui. Donc, vous voyez, en fait, il y a donc une histoire là-dedans qui vous donne l'occasion justement de revisiter votre propre histoire, mais de l'autre côté, c'est-à-dire puisque c'est vous qui vous trouvez aujourd'hui, qui avez le sentiment, parce que ce n'est qu'un sentiment, mais qui avez le sentiment d'être le personnage exclu d'une fusion et d'une relation et d'une compréhension, puisqu'ils se regardent tous du point de vue de leur même sexe. Oui. Vous voyez ? Donc en fait, avec ce petit garçon, l'histoire s'est construite d'abord dans un besoin de fusion, donc avec quelqu'un qui devait être libre et seul, pour tout construire avec vous, puisque évidemment vous avez une propension au désir de la fusion, ce qui ne vous aurait pas du tout empêché d'avoir encore peur de faire un bébé avec lui. Ça se serait de toute façon joué, sauf qu'il se trouve qu'il est lui-même papa d'un petit garçon, et que dès le départ, vous avez construit une relation sur la base de cette insécurité d'être l'exclu, comme vous avez participé d'une exclusion paternelle. À votre insu, bien sûr, c'est pas vous qui l'avez exclu. Et avec, du coup, comme votre mère vous a mis votre père à l'écart, vous vous êtes convaincu que vous n'aviez aucun intérêt pour votre père, donc vous êtes aujourd'hui convaincu que ce petit garçon n'a aucun intérêt pour vous, et que donc vous serez automatiquement exclu. Oui, ça j'ai pas compris. Vous voyez ? C'est-à-dire que souvent, c'est très intéressant, d'une façon générale, ce qui nous agresse chez les autres, ce qui nous est difficile, ce qui nous heurte, raconte des choses avant tout de nous-mêmes. C'est pas tellement ce petit garçon-là, c'est qu'est-ce que lui réveille de moi, rappelle de ma propre histoire, qui m'est insupportable. Et c'est comme si finalement, lui, avec évidemment ses jeux et enjeux, surtout que il est arrivé, vous l'avez rencontré, il avait 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est le moment où il est dans la phase oedipienne, où il est fou d'amour pour sa maman. Donc c'est encore plus compliqué de vous montrer son intérêt pour vous, parce qu'il trahirait sa maman dont il est fou amoureux. Qui plus est, en plus, une maman qui se trouve être sans papa, donc il y a toute la place pour être l'amant de maman symbolique. Et puis, il y a vous. Alors, il y a vous, mais il a bien compris que vous étiez une fille. Il a aussi envie de vous plaire. Mais il est coincé par ces conflits de fait, ces conflits de fidélité,
Et puis vous, comme de toute façon vous n'êtes pas prompte à l'aimer, parce que vous craignez la diffusion avec votre ami que vous venez de rencontrer, puisque évidemment dans un premier temps vous vous rencontrez amoureusement tous les deux sans lui dans les pattes, et puis tout d'un coup, au lieu d'apprendre comme un couple le fait normalement à s'aimer, puis à faire de la place à un petit, puis découvrir ce petit qui grandit, etc., vous voyez déjà un enfant tout fait. Tout fait, parlant, râlant, exigeant. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué à aimer qu'un enfant que l'on suit pas à pas. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon conjoint, qui a du mal à le comprendre parce que lui, il a eu cette phase d'évolution. Ah, bien sûr. Moi, je l'ai pas eu, et du coup, c'est comme si j'avais j'ai pas eu le début du film en fait. Donc, oui. Non seulement vous n'avez pas vu le début du film, mais tout le monde, votre conjoint et ce petit garçon, eux, ils étaient là au tout début dès le générique. Et vous avez vraiment le sentiment d'arriver en plein milieu, personne ne vous raconte l'histoire, personne ne vous fait une place dans le canapé, et vous suivez donc un film sur une base inconnue, avec un sentiment de ne pas avoir été accueilli, pas avoir été attendu pour écrire cette histoire ensemble. Alors évidemment que ça, c'est comme ça. Alors on peut se dire aussi, mais que diable allait-elle faire dans cette galère ? Voilà, c'est ça. Et je suis en plein dedans, là. Parce que c'est quand même cet homme-là que vous avez choisi. Il vous a pas caché son enfant, qu'il vous a sorti tout d'un coup comme ça, comme un lapin du chapeau. Voilà. Mais pourquoi maintenant ? J'arrive pas à le... J'ai eu un élément déclencheur. J'ai vu un couple. On a été une soirée. Et j'ai vu un couple qui attendait un enfant, et le mari caressait le ventre de sa femme, et ça m'a perturbée. Parce que vous ne l'avez pas eu, cette main sur votre ventre ? Déjà, j'ai pas eu la main sur le ventre, et aussi parce que j'ai pas eu la phase d'être à 2 puis à 3. J'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est comme si je devais éduquer 2 enfants. Enfin, un enfant qui est le mien et un qui est là une semaine sur 2. Donc, on n'a jamais été 2 puis 3. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez tout d'un coup aimer quelqu'un dont vous n'êtes pas à l'origine, d'une part, et en plus vous le voyez par intermittence. Donc l'histoire, à la fois, ça vous soulage de ne l'avoir qu'une semaine sur 2, et à la fois le fait qu'il soit qu'une semaine sur 2, ça vous permet pas de créer une histoire tous les deux. Oui, parce qu'à chaque fois on doit réécrire l'histoire. C'est compliqué de faire sans, puis avec, puis faire sans, puis avec. Enfin, c'est déconstruit. C'est bien pas. Sûr. Bien sûr. Voilà. Et là, je suis dans une période où justement, je me demande pourquoi j'ai choisi un homme avec un enfant. Et aussi, je suis dans une période où je ne peux plus voir les affaires de son fils. Parce que c'est envahissant ? Oui, je sais pas. Oui, c'est pas envahissant, je peux plus poser les yeux sur ses affaires. En fait, c'est intéressant parce que, en fait, vous avez une vraie hostilité à son égard, et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est compliqué, votre posture est compliquée. D'abord parce que c'est compliqué, effectivement, de créer une vie pleine d'amour pour des enfants qui sont pas les nôtres, et qui sont pas là simplement en vacances, ils vivent au quotidien avec vous, et comme vous le verrez avec votre propre enfant, votre enfant va vous déranger, votre enfant va vous saouler, votre enfant va vous énerver, votre enfant va vous fatiguer, mais c'est votre enfant. Voilà, c'est ça. Et donc vous allez trouver, tant que faire se peut, la patience pour faire avec ça. Quand ce n'est pas son enfant, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, et on croit que c'est parce que ce n'est pas son enfant. Alors qu'en réalité, c'est de toute façon difficile. Simplement, on ne peut pas faire autrement quand c'est le sien, alors on fait avec. Et quand c'est l'autre, on accuse le fait qu'il n'est pas de soi.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit que quand vous étiez enceinte de votre enfant, justement, vous avez fait une dépression parce que vous avez eu et vous avez réalisé que vous aviez peur de ne pas être une bonne maman, de ne pas arriver à aimer votre enfant. Vous savez, ça c'est quelque chose, vous croyez que c'est parce que vous avez vécu la rencontre avec un enfant qui n'est pas de vous, douloureuse que vous avez fait, vous avez eu ce sentiment-là, mais il y a beaucoup de femmes qui vivent ça pour leur première grossesse, parce que c'est quand même pas une histoire simple, banale, que de passer d'un statut où on est certes une adulte, mais encore l'enfant de ses parents, à devenir le parent de son enfant. Et on n'abandonne pas comme ça son enfance. Et quand bien même on a une vie et une fonction d'adulte. Et souvent on a peur d'avoir envie d'éliminer cet enfant qui va venir nous contraindre à un devoir de parent, à un devoir de responsabilité, et de fait, c'est cette contrainte-là qui fait que on nourrit une hostilité à l'égard de son propre bébé. C'est ce qui fait d'ailleurs, outre bien sûr les désordres hormonaux, mais étrangement les désordres hormonaux font que l'on vomit, font que l'on ne supporte plus des odeurs, que l'on ne supporte plus ceci ou cela, comme si finalement on vivait dans un premier temps, ces premières semaines, ces premiers mois de grossesse, comme une contamination d'un microbe qu'il fallait absolument évacuer. Eh bien, il y a quelque chose qui est indépendant de la volonté, pourtant d'une mère tout au plaisir de devenir mère, consciemment, mais il y a en elle une lutte acharnée et une envie un peu de se débarrasser de cette alien qui va pouvoir être en elle en quelque sorte. Et c'est plus ou moins clair dans l'esprit des unes et des autres, et souvent les femmes font des cauchemars avec l'idée que elles vont oublier leur bébé dans un supermarché, ou elles vont le passer dans la machine à laver, ou sans y prendre garde, ou elles vont oublier de le nourrir, le ranger dans une armoire et l'oublier. Enfin, ce sont des rêves et des cauchemars que font beaucoup de jeunes mamans dans leur première grossesse. Et vous avez le sentiment que c'est parce que vous avez ce petit garçon qui a envahi votre existence de façon un peu plus évidente. Mais en réalité, c'est quelque chose qui aurait participé très certainement de toute façon de votre construction. Et c'est pour ça que faire une dépression, c'est une façon de se rendre. Quand on est dépressive, on est inopérante, on n'a plus d'énergie, et on croit qu'en n'ayant plus d'énergie, on ne sera plus dangereuse. Parce que quand on a de l'énergie, on peut être agressive. Donc, en fait, la dépression est une façon de se mettre hors d'état de nuire. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Alors, Et justement, j'ai l'impression d'être... ça me parle quand j'ai dû passer les 2 semaines de vacances, j'ai ressenti cette phase de dépression. Oui, c'est ça. Justement, j'ai dû supporter. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que vous avez supporté, donc vous aviez envie de hurler, vous aviez envie de le passer par la fenêtre, vous aviez envie de le réduire en shish kebab. Eh bien, à ce moment-là, vous vous êtes dit, non, c'est moi que je vais réduire à néant, et vous avez eu une phase dépressive. Voilà. Donc en fait, je trouve qu'il serait intéressant pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous me dites. Évidemment, c'est une mine d'informations et de choses à explorer. Mais je vous invite vraiment, Lydie, à explorer ça, c'est-à-dire votre droit à être animé d'une hostilité, pour autant comprendre cette hostilité qui est une hostilité à la fois, j'allais dire, assez commune à l'égard, que toute maman, jeune maman est amenée à connaître, mais qui évidemment prend d'autant plus d'ampleur parce que il y a cette structure qui est presque anecdotique, mais qui est une structure qui vous oblige à vous confronter à la venue d'un enfant qui n'est pas de vous, donc l'hostilité est encore plus marquée, mais qui, tout ça renvoie à une autre histoire qui est aussi une famille qui a marqué une hostilité à l'égard du masculin. Et du coup, vous vous sentez porteuse à votre tour de cette hostilité à l'égard du masculin, comme si le masculin allait vous évincer, allait vous faire du mal, était trop brusque, brutal.
Donc du coup, vous vivez cette belle maternité comme étant une brutalité qui vous est faite par le biais de ce petit homme. Et c'est ça qu'il vous faut pouvoir démêler. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Voilà, Lydie. Donc je vous invite évidemment, puisque vous avez déjà fait un travail psy, peut-être de vous accorder de faire quelques séances supplémentaires pour comprendre ça, avant de jeter non pas le bébé avec l'eau du bain, mais le papa avec le bébé et l'eau du bain. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Lydie, passez une très bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Catherine Blanc. Et nous accueillons Léa. Allô Léa. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. D'accord. Alors je suis dans ma maison, en province, dans mon jardin. D'accord. Mon mari dort au-dessus. D'accord. Et on chuchote toutes les deux. Et mon fils de 20 ans écoute de la musique dans sa chambre. D'accord. Donc je suis confortablement installée avec le dernier bouquin de Agnès Martin-Legault, au cas où mon fils débarque dans le jardin. D'accord. Eh bien, je dirais que je lis ou que j'écoute de la musique. Voilà. Ce que je fais depuis 3 ans. Donc, je suis une femme de 55 ans. Oui. Ma petite sœur m'a appelé il y a 2-3 jours en me disant qu'elle écoutait votre émission en se démaquillant et que c'était très intéressant et que ça serait très intéressant que je m'y penche. Bon, donc j'ai écouté depuis 2-3 soirs, sauf que comme je travaille, donc à minuit je tiens plus. D'accord. Et là, vous êtes courageuse. Vous êtes. Ne vous endormez pas. Non, je suis pas courageuse. Je suis une femme plutôt qui a beaucoup de mal à s'endormir, car j'ai un caractère très anxieux. Et malheureusement, je dois prendre un petit quart de Lexomil pour m'endormir. Bon, donc là, vous l'avez pas pris, hein, vous ne lâchez pas en route. Hein. Là, pas du tout. Pas du tout. J'ai joué du piano, j'ai regardé un film. Voilà. D'accord, très bien. Alors, dites-moi ce qui... Oui, parce que sinon, on saura exactement où vous êtes, on saura ce que vous avez planté dans votre jardin, mais on ne saura pas plus et il nous faudra rendre l'antenne. Alors, de grâce, dites-nous. Non, alors, j'ai 55 ans. Oui. J'ai rencontré mon conjoint il y a 28 ans. Oui. Voilà, et je me suis mariée il y a 20 ans et j'ai fait un enfant il y a 20 ans. Donc voilà, j'ai eu un super garçon. De toute façon, je ne voulais que des garçons. Je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Je suis l'aînée de 2 sœurs, de 2 filles. Mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans. Ça a été le drame pour moi parce que mon papa, surtout mon papa, il me manquait terriblement, à cette époque-là, à 10 ans, je crois que j'ai développé une personnalité très, 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 très hypersensible et très fragile, avec un très fort caractère. Oui. Et voilà, donc après, l'important n'est pas là. L'important, c'est que je téléphone car j'ai depuis 3 ans une double vie. Oui. Et jamais j'aurais pu m'imaginer, pourtant j'ai un esprit assez imaginatif, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'à 55 ans, je puisse découvrir l'amour sous tous ses côtés, et sexuels, Parce que alors justement, vous voulez dire par là que vous n'auriez pas imaginé la possibilité d'avoir un amant, ou est-ce que c'est avec cet homme-là vous n'aviez pas imaginé que vous puissiez découvrir? Ah non, ça je l'ai provoqué. Oui, non, ça j'entends bien, mais je veux dire, vous n'aviez pas imaginé qu'à 55 ans on puisse avoir un amant, ou est-ce que vous n'avez pas imaginé qu'à 55 ans on puisse découvrir avec un nouvel homme des choses qu'on ignorait de soi, de son corps, de ses émotions avant? Les deux. D'accord. Les deux. Et les deux. Et en fait, ma question, c'est que c'est lourd à porter tous les jours. Oui. Quand je rentre du travail, en plus je culpabilise pas du tout, parce que j'estime que quand on est marié,
Comme mes parents, quand ils étaient divorcés, ils m'ont toujours dit, là, il y a toujours une faute, 50-50. Dans un couple, il y a toujours une part de 50-50, et je pense que c'est vrai. Je pense que j'ai certainement des torts aussi dans la vie quotidienne, mais je vis avec un homme qui a une absence de désir sexuel depuis plus de 10 ans. D'accord. Alors, je trouve ça très douloureux de vivre au quotidien avec quelqu'un. Il ne me touche pas. D'accord. C'est-à-dire rien, pas une main, pas un bisou, rien. Vous en avez parlé ensemble ? Alors, bien sûr, on a été voir un sexologue. Oui, et d'abord, avant le sexologue, qu'est-ce que votre mari en comprend de son non-désir ? Il en dit quoi ? Eh bien, il dit pas grand-chose. En tout cas, il en a certainement parlé au sexologue, mais moi, il m'a rien dit de particulier. Il y a eu un petit drame avant le sexologue. Il y a eu avant cet homme avec qui je suis actuellement. J'ai eu une relation qui a duré 1 an avec quelqu'un d'autre. Et il s'est trouvé que, c'est normal, l'homme m'a quitté parce qu'on n'habitait pas à côté et que moi j'ai craqué en pleine nuit. Et mon mari l'a su. En fait, je me suis bourré la gueule, tout simplement, et j'étais à moitié ivre dans l'escalier, et que j'étais malade toute la nuit, et que, en fait, j'ai pas arrêté de dire que j'ai eu un amant, et que, évidemment, mon mari l'a su. Donc, ça a été le drame. Ça, c'était avant ou avant. À partir de là, il a plus de désir ? Non, c'était avant. Non. D'accord. Ah non, il avait déjà plus de désir depuis longtemps. Et à ce moment-là, et quand ça a été, vous dites quand c'était le drame, est-ce que c'était le drame parce que vous lui faisiez une infidélité ou c'était le drame parce que ça mettait le doigt sur justement son incapacité à vous désirer ? Je pense les deux. D'accord. Je pense les deux puisque alors je sais pas si c'est une question de physique. J'ai connu mon mari, il n'a jamais été un homme mince, mais il était normal au niveau poids. Il a pris plus de 30 kilos en 20 ans. Donc c'est un homme fort, on va dire. Faut employer les mots. Voilà, donc c'est un homme plutôt un peu gros, avec des médicaments pour le cholestérol. Il est possible aussi, ce que lui a dit le médecin, que ça... Une incidence sur son érection ? Voilà. Bien sûr. Et puis, d'ailleurs, son embonpoint aussi, puisque son embonpoint participe d'une... d'abord de ne plus être en contact avec son sexe, puisqu'on le voit, il le voit pas. Je ne le reconnais plus. Voilà. C'est pas compliqué. Mais lui-même ne se reconnaît plus, même jusque dans le fait d'avoir un sexe, puisque quand on a trop de poids, on perd le contact visuel avec son pénis, et de fait, on change le regard que l'on a sur sa virilité. Et en plus, l'embonpoint fait souvent un apport œstrogénique qui du coup dévirilise en quelque sorte, fait une déficience hormonale, un déséquilibre hormonal, pardon. Ouais, tout à fait. Donc, on va dire que ça fait 10 ans et j'ai beaucoup souffert vers l'âge de 45 ans, juste avant la préménopause, parce que je commençais déjà pratiquement à avoir les symptômes de préménopause, et là j'étais en dehors de moi-même, quoi. J'avais, j'étais attirée par tout ce qui bougeait. Or, c'était pas le but, C'était pas le but, mais... Non, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'était une façon de vous chercher vivante, sexuellement vivante et désirable ? Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Et donc la thérapie avec le sexologue, c'était exclusivement une histoire, entreprise mécaniquement, c'est-à-dire avec des prescriptions ou psychologiquement Non, ça s'est extrêmement mal passé pour moi. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que chacun l'a vu 2-3 fois. Oui. Et moi, à ce moment-là, justement, j'avais eu une aventure pendant 1 an avec un monsieur. Donc, voilà. Et, quand je dis voilà, non, parce que j'étais quand même très amoureuse et que mon mari l'a su. Et moi, il m'a plutôt dit que, comme toutes les femmes, j'allais voir ailleurs quand ça allait pas, et que voilà, j'avais choisi une solution de facilité. Or, j'avais un mari formidable, etc. C'est vrai que j'ai un mari qui a plein de qualités, etc., etc.
mais il y a cette part qui est taboue. On n'en parle plus. D'accord, donc en fait vous avez eu le sentiment que le sexologue a porté un jugement de valeur sur votre infidélité et du coup ça a bloqué la possibilité d'une thérapie et de la confiance nécessaire pour pouvoir faire une thérapie. De toute façon, ça n'aurait absolument rien changé. Rien changé à votre désir, mais pas le but de la thérapie, c'est quand même d'essayer. Est-ce qu'aujourd'hui, si votre mari était désirant... Moi, je suis suivie par un psychiatre de toute façon, car à 22 ans, j'ai été malade. Donc, on m'a découvert un peu une espèce de début de bipolarité. D'accord. Donc, et là-dessus, mon mari joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que quand on s'est connus je suis plus âgée que lui. Quand je l'ai connu vers la trentaine, là, il m'a fait comprendre, il m'a dit de toute façon, des paroles blessantes, il m'a dit de toute façon, aucun autre homme n'aurait pu te supporter. Moi, dans ma famille, mes parents me disent non, c'est pas vrai. Il dit ça parce qu'il culpabilise. Bon, ma mère est au courant. Je suis très fusionnelle avec ma mère. Beaucoup de gens savent autour de moi. Je peux pas tout garder pour moi. C'est trop lourd. Bien sûr. C'est trop lourd. Sauf que effectivement, de fait, ça ne met pas votre mari dans un climat de confiance en lui, puisqu'il a l'impression que tout le monde a vu sur ce qu'il ne vaut pas, n'est pas capable, etc. Non, parce que je mens. Il sait pas là que j'ai une relation depuis 2 ans et demi. Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous tenez malgré tout à la relation avec votre mari ? C'est ce que Sonia me demandait tout à l'heure. Mon fils. Votre fils. Parce que vous avez... Votre fils a quel âge ? 20. Il vient d'avoir 20. 20 ans. Alors, pourquoi un garçon de 20 ans, c'est-à-dire un garçon qui, s'il n'est pas encore parti, ne va pas tarder à partir, pourquoi un garçon de 20 ans serait la raison d'une relation qui doit perdurer et avec la souffrance de subir le poids du secret, du mensonge D'après mon psychiatre, j'ai fait un transfert sur mon fils. Oui, alors d'accord, ça sont des mots de psy, mais un transfert, c'est-à-dire tendresse, au niveau de la tendresse, par exemple, j'ai jamais de bisous, j'ai jamais de câlins. Or, moi, j'ai été cajolée toute petite, tout le temps par mes parents. Et souvent, je donne la main à mon fils et puis il me fait un petit câlin dans les cheveux. Tout con, quoi. Oui, mais alors, vous êtes en train de me dire que vous ne quittez pas votre mari parce que vous avez votre fils qui vous fait les câlins que votre mari ne vous donne pas, alors que vous avez de toute façon un amant qui vous les fait aujourd'hui, ces câlins. Bien sûr. Donc, pourquoi... Attendez. Catherine, mon amant, il a 60 ans, il a 40 ans de mariage, il a un grand garçon, et il est hors de question que chacun quitte le foyer. Bien sûr. On a une situation plus classique que des millions de couples. Mais bon, il se trouve que plus les semaines passent et plus la relation est forte. Bien sûr, parce que évidemment, justement parce qu'elle est toujours un peu sur le fil, parce qu'elle est illégitime, de fait, vous y mettez beaucoup de cœur et l'un et l'autre. Oui, mais ça aurait très bien pu rester purement sexuel. Or, il n'y a pas que ça. Oui. Donc, tous les deux, vous êtes de plus en plus attachés, tout en étant considérablement, en tout cas, investis enfin, pas nécessairement investis, mais en tout cas liés à vos maris et femmes respectifs. En tout cas, plus lui que moi, je pense. D'accord. Et vous dites pourtant que ce n'est pas parce que lui est attaché à sa femme, mais plus pour votre fils, qui pourtant dans 4 matins n'est plus chez vous, que vous ne pouvez pas... Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pourrais quitter la maison, mais je ne peux pas vivre seule. Je suis incapable. Je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir une fragilité, je ne sais pas. Je suis incapable de prendre mes clics et mes claques. C'est bête, ce que je dis. Non, ce n'est pas bête. Vous savez, les choses sont un peu plus compliquées. On voudrait des choses très nobles, où on aime, où on s'investit.
Les choses sont plus complexes que ça, hein. On fait attention. Je sais pas pourquoi. J'ai pas non plus un salaire très élevé. Combien de fois je me suis posé la question, j'ai été regarder le prix d'un studio. Je me dis merde, hein, là j'ai une belle maison, j'ai le confort, j'ai quelqu'un qui je peux faire ce que je veux. Je veux dire, il m'embête pas, quoi. Je peux faire ce que je veux. Je peux sortir un soir aller dîner avec une copine. Par contre, c'est vrai qu'on s'éloigne petit à petit des activités communes qu'on avait quand on avait 30-35 ans. Mmh. Mais je pourrais partir si j'étais pas seule, quoi. Voilà. À deux, oui. Et à la fois, est-ce que votre vie maritale n'est pas aussi une vie qui, par ailleurs, vous convient? Est-ce qu'elle vous pèse? C'est pas parce que... Elle vous pèse. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun lien. C'est parce que c'est la relation dans un couple, ça ne peut pas se limiter à la sexualité. On est complètement d'accord. Donc on peut avoir des vrais plaisirs, des vraies jouissances. Je ne parle pas des jouissances du corps, mais des jouissances, d'être ensemble. Donc qu'est-ce qui fait... aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne plus avoir du tout d'atomes crochus Je trouve que le mot que j'emploie, c'est la complicité. D'accord. Et donc en fait, mais si vous n'avez plus de complicité avec lui, mais vous avez malgré tout, dans ce que vous me dites, vous avez un besoin de ce qu'il vous offre, à savoir une présence, quand bien même elle n'est pas complice, et à savoir aussi le confort d'une vie matérielle. Encore une fois, là-dessus, c'est tout à fait compréhensible aussi. Et du coup, c'est presque comme si vous en vouliez à votre mari d'avoir le pouvoir de ça, alors que voilà, c'est ça. C'est le mot. C'est tout à fait le mot. Ouais, c'est exactement. J'écris beaucoup, je lis beaucoup, je suis quelqu'un de créatif, et c'est exactement ce mot-là. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit, il n'y a que moi qui peux. C'est pas vrai. C'est faux. Je veux dire, c'est faux. J'aurais rencontré quelqu'un d'autre après lui, évidemment que j'aurais pu vivre. Je suis soignée, je suis suivie. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, votre relation, c'est-à-dire qu'en fait, votre mari, pour X raisons évidemment, et ce que vous me disiez tout à l'heure, et notamment votre sexualité absente, il se sent impuissant de ce point de vue-là. Par contre, il se sent éminemment puissant à vous offrir un confort de vie, puissant parce qu'il vous connaît dans vos hauts et vos bas historiques, psychiques, et il sait le gérer, il sait faire avec vous. Il vous a aussi convaincu que lui seul pouvait vous aider à vous contenir en quelque sorte, ou à vous supporter dans vos difficultés. Et finalement, vous le pensez aussi, et à la fois vous lui en voulez de ça. Donc du coup, vous ne pouvez pas assainir votre relation tous les deux, puisque par définition, vous restez parce que vous en avez besoin, mais vous ne lui cédez pas un terrain de complicité, un terrain de possible communication. Non, parce que vous voulez pas lui donner le moindre pouvoir qu'il a pourtant. Oui, très souvent il me dit qu'est-ce que t'es agressive. Très souvent il me le dit. Oui. Alors qu'avant je l'étais beaucoup moins. Hein. Et c'est pas du tout, je me manifeste pas comme ça forcément quand je vois mon ami. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous lui, quand. Voilà, en fait, vous êtes agressive, et là pour le coup, ça n'a strictement rien à voir avec des résidus d'une fragilité psychique. Parce que vous êtes très en colère. Vous êtes en colère parce que votre mari ne vous donne pas initialement ne vous a pas donné ce que vous auriez souhaité, à savoir son désir qui vous renvoie la valeur qui est la vôtre, votre beauté, ce que vous représentez d'excitation. Et puis aujourd'hui, non seulement d'un côté il ne vous donne pas ça, mais à la fois vous avez le sentiment que lui peut porter, que de lui dépend finalement votre train de vie, que de lui dépend la sécurité de sympa pas sympa, il m'acceptera lui. Je suis pas obligée d'être dans une mise en scène. Et alors du coup vous êtes agressive avec lui. Et comme vous êtes agressive avec lui, il y a plus de terrain possible. Et lui s'autodétruit en se faisant grossir, en se
malmenance, qui n'arrange rien à son affaire médicale. Et finalement, vous gardez un terrain comme ça, et vous avez à la fois, par ailleurs, le plaisir de ce que vous découvrez, mais c'est aussi une façon de lui faire violence en lui disant « je t'échappe ». Vous voyez, vous allez vers un autre homme parce que vous aimez cet autre homme et vous désirez cet autre homme, mais c'est aussi une façon de dire à votre mari « tu ne me coinces pas, je t'échappe », tout en n'y arrivant pas en réalité. Vous voyez, donc vous donnez un espace qui est l'espace de l'infidélité, mais à la fois, ce que votre mari a, que n'a pas votre amant, c'est que votre mari il reste, alors que votre amant, vous savez qu'il reste avec sa femme et qu'il investit cette relation auquel il tient malgré tout. Ben oui. Et donc du coup, celui qui est diabolisé, votre mari, il est diabolisé, mais il est quand même du rendez-vous pour lequel, auquel vous avez besoin, et vous lui en voulez de ce besoin et de cette dépendance que vous avez vis-à-vis de lui. Ouais. Donc en fait, il y a beaucoup de malentendus entre vous deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez poursuivre votre vie, soit en ayant cette double vie, pourquoi pas, parce qu'on ne peut pas non plus demander à l'autre d'arriver ou d'être dans un vécu sexuel s'il n'y parvient pas ou s'il ne désire pas régler cette histoire-là. Pour autant, ça ne doit pas vous fermer la porte de cette vie merveilleuse. Vous avez 55 ans, vous avez envie de vivre dans votre corps de femme, et ça, c'est éminemment légitime. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette tension, dans une colère. Vous reportez finalement peut-être aussi la colère du fait que votre amant ne sera que votre amant. Du coup, vous faites payer votre mari, et en même temps, vous faites payer votre mari d'être finalement fiable, parce qu'il est au rendez-vous de tout cela. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, je suis désolée, il me faut maintenant vous quitter parce que on va nous couper le sifflet, tout simplement. Oui, et je voulais... Alors, si jamais vous aviez d'autres choses, vous ne quittez pas, vous aurez Sonia en ligne, et si je dois rajouter des choses, je le ferai hors antenne. D'accord ? Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, cette émission se termine. Il me faut vous quitter. Vous souhaiter à tous et toutes une très bonne nuit. Et tout de suite, nous allons faire un petit détour par Rio avec François Claus. Et ensuite, suivront les étoiles d'Europe 1 avec Didier Barbelivien. Il est 1h du matin. Vous êtes sur Europe 1.